Hey, bienvenue à Inspiration. Aujourd'hui, pour la 26e fois, Isaïe, on complète la première année d'Inspiration. C'est ça qu'on se disait tout à l'heure, qu'on complétait notre année et qu'on se souvenait justement de notre premier podcast où on était dans ton sol avec le micro en plein milieu, le petit micro cacane, qu'on est Oui, bien fiers de où on est puis de aux gens qu'on a pu parler cette année. oui, on a commencé avec toi. Après, on a enchaîné avec un de mes bons chums, Kevin Bussière, qui est devenu le rédacteur en chef du plan de match, jusqu'à Alexandre Barrette au dernier épisode. Hey, quel podcast c'était ça? On a eu vraiment beaucoup de plaisir avec Alexandre, qu'on souhaite remercier et qu'on espère le retrouver un de ses spectacles bientôt, si Oui, les prédictions sont bonnes. exactement. Donc, avant de commencer, on va introduire notre commanditaire. Oui, donc notre commanditaire d'aujourd'hui et des derniers épisodes, Drama de musique qui nous fournit les micros et la console de son pour que vous puissiez bien nous entendre dans vos oreilles. Donc, allez les encourager. Ils ont un nouveau site web pour aller faire votre magasinage. Donc, allez les encourager. Ils ont vraiment beaucoup de stock pour vous, pour la musique, pour l'enregistrement, bref, pour tout ce que vous voulez niveau sonore et musicaux. Oui. Puis aussi, on va plugger la plateforme du plan de match qui est la version écrite du podcast Inspiration. C'est au www.inspiration.com. 7 rédacteurs écrivent sur 7 sports respectifs. Personnellement, j'écris sur le tennis. Isaïe écrit sur le basket. Et on a tous les sports principaux là, qui sont couverts par nos super rédacteurs. Là. On souligne leur travail. C'est vraiment apprécié. Juste avant de commencer, je replogue ma petite nouveauté personnelle. Mon Twitter là, qui est dans la description du podcast. Je me suis commis à faire beaucoup d'analyses, beaucoup d'opinions, beaucoup de résultats de tennis. Je m'y consacre à 100% sur Twitter. Les petites capsules vont venir. Donc, je vous suggère de venir me suivre là, sur Twitter si vous voulez en apprendre plus sur le tennis ou si vous êtes déjà un fan de tennis et vous voulez avoir une petite valeur ajoutée dans votre feed Twitter, ça va me faire plaisir d'agrémenter ça pour vous. Donc, avant de commencer, on va commencer en présentant notre invité aujourd'hui. D'après moi, c'est un de nos invités qui s'est le mieux classé dans son sport au niveau mondial. C'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué. C'est une des personnes probablement responsables de pourquoi j'ai commencé à jouer au tennis. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit la pionnière du tennis au Québec, Alexandra Wozniak. Alexandra, bienvenue à Inspiration. Merci beaucoup, merci. Donc, premièrement, c'est nous qui te remercions. C'est vraiment un honneur que tu viennes sur notre podcast, pour vrai. Moi, tu sais probablement pas, mais j'ai fait pas mal de sport-études tennis quand j'étais jeune. Puis, quand les premières fois, là, quand je savais pas trop comment le tennis, ça fonctionnait, là, je veux pas non plus te donner un coup de vieux, mais c'est toi, j'allais voir à Coupe Rogers. Mais on partage la même passion pour le Ouais. tennis. Exactement. Mais justement, cette passion-là, elle a commencé comment pour toi? Elle a commencé très jeune, j'avais 3 ans. Mon père il entraînait ma sœur Dorota. À tous les jours, j'allais avec eux à l'entraînement, même à ces tournois. Je me rappelle, c'est elle qui s'est vraiment inspirée à commencer à jouer au tennis, à gagner tous les championnats canadiens. Puis, je voulais être comme elle. Elle n'a pas eu la chance d'aller professionnelle, mais elle est allée à l'université par après. Puis, mon père il a commencé à m'entraîner. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer. Là. J'étais vraiment passionnée. Là. Je pouvais jouer des heures là, tous les jours. OK. Je regardais après les cassettes vidéo, tu sais, des grands chelems. Il y avait Monica Seles, d'ailleurs, c'était elle, mon idole en grandissant. Puis je voulais être comme elle aussi. Puis quand mes parents ils m'ont amenée à la Coupe Rogers, dans le temps, ça s'appelait Stade du Maurier. Fait que je rêvais d'être sur le terrain central comme Monica Seles à jouer contre les meilleurs. Puis mon rêve s'est réalisé, là, mais c'était qu'un rêve d'une petite fille. Là. Je ne savais pas que si mes parents ils allaient m'encourager ou supporter, mais
tous les morceaux du casse-tête se sont mis ensemble. Puis j'ai vraiment commencé à jouer des tournois régionaux après provinciaux, nationaux. Puis après me mesurer contre les meilleurs au monde chez les juniors, dont j'étais 3e au monde chez les juniors. Puis toutes ces transitions-là avec les joueurs comme Azarenka, Wozniacki, Radwanska, on les avait faites quasiment en même temps sur le circuit professionnel. Fait que c'était vraiment mes débuts très jeunes. OK. Mais justement, tu nous en avais parlé de ta sœur quand on t'a demandé c'était qui ton inspiration. Ta sœur, mais il me semble que moi, en tout cas, pour avoir suivi ta carrière quand même de près, j'en ai jamais vraiment gros entendu parler. Elle a quand même, tu sais, tes premières sur le circuit. Là, j'ai vu, c'était NJCAA, là, c'est pas NCAA, mais ouais, elle était vraiment pas pire. Oui, on a 11 ans et demi de différence. Okay. Fait que c'est pour ça aussi une des raisons. Puis dans le temps, le tennis, c'était vraiment pas populaire. Les fédérations, c'était différent. Maintenant, ils appuient plus leurs joueurs et joueuses avec financièrement et tout ça. Ça s'est beaucoup amélioré. Puis on a plus de joueuses et joueurs qui représentent le Québec, le Canada sur le circuit professionnel. Fait qu'il y a plus de gens aussi qui écoutent ça. Mais dans le temps, c'était vraiment, on n'entendait quasiment pas parler de ce sport individuel. Puis ça grandit avec le temps et tout. Mais tu sais, j'étais la première et seule Québécoise dans le top 50 pendant des années avant qu'il y en ait après moi d'autres. Tu sais, fait que c'était long avant qu'on aille plus de joueuses puis joueurs. Je me rappelle, tu sais, je voyais les Tchèques en groupe, puis tout le temps les Russes aussi, puis nous, on est comment? J'ai pas d'autres Canadiennes pour être comme ça, comme eux autres, puis tout ça. Mais ça a vraiment évolué, je trouve, puis c'est beaucoup plus populaire. On dirait que plus de personnes veulent jouer au tennis, puis même aller professionnel. Mais c'était vraiment elle qui m'avait inspirée à commencer à jouer. OK. Puis ça, est-ce que c'est vrai? Tu parlais des subventions. Est-ce que c'est vraiment juste ça qui faisait que le Canada n'était pas avancé ou c'était pas à mode? Ou... Oui. Ben, c'était aussi surtout qu'il y avait un manque de bons entraîneurs au Canada, au pays, partout aussi à travers les provinces. Il manquait de l'information, tout ça, comment structurer des bons joueurs. Le Tennis Canada, quand moi j'avais commencé sur le circuit, quelques années après, ils ont commencé à amener des entraîneurs pour montrer l'expérience aux Canadiens, aux entraîneurs canadiens comme des Français, un bon paquet de coachs français qui a amené cette expérience-là niveau technique, stratégie. Ils ont comme vraiment montré un nouveau plan tennistique qu'on n'avait pas avant. Puis ça l'a aidé à améliorer, je pense, plusieurs joueurs et joueuses et surtout après, avec un aide des subventions financières qu'on manquait de commanditaires. Eux, la fédération permettait à un certain groupe d'âge, des catégories différentes, à donner cette subvention-là pour qu'ils puissent payer, admettons, le coach, mais c'est sûr, les frais, le salaire, l'hébergement, les billets d'avion et tout ça, parce que c'est beaucoup dispendieux, c'est très dispendieux. Donc, je pense que tout un mix de tout ça a fait que ça a finalement porté fruit là, pour nous là, et au Canada là, sur le circuit professionnel. Mais c'est ça, mais t'es vraiment une pionnière parce que, tu sais, je sais pas si t'aimes moyen ça de faire étiqueter à ce mot-là. Le président m'avait appelé ça quand j'ai pris ma retraite le 19 décembre 2018. C'est vrai, il m'a dit, j'ai vraiment tracé la voie pour après moi, tous les jeunes, là, puis les Canadiens, Québécoises et tout ça. Fait que c'était gentil, des bons mots de sa part. Tu sais, si on veut enchaîner avec les mots, tu as même eu une ville à ton nom. J'ai trouvé ça tellement absurde. Là. Je trouvais ça bon souvenir. C'est ça, c'est Blainville qui ont renommé ça Wozniakville. C'était ma ville où j'ai grandi, là, ma ville d'enfance. Puis, ils ont nommé la ville Wozniakville quand j'ai gagné Stanford. Je suis devenue première Québécoise parmi les 50 meilleures joueuses du monde. Le maire, M. François Quentin, il a vraiment fait une belle cérémonie sur les terrains de tennis, dont j'ai commencé à apprendre le tennis dans ce parc-là à Blainville. Puis, c'était vraiment un bel hommage. Mes parents étaient là, des proches. Puis, ils ont donné comme une clé d'or, là, qui ont changé la ville pour 24 heures Wozniakville là, en 2008. Ouais, je pense que c'était en 2008. Toi, Isaïe, t'avais-tu déjà entendu ça de quelqu'un d'autre, changer la ville, le nom de la ville? Non, non, je pense pas. C'est un maudit bel honneur, là. Ça, puis surtout, on entend les parcs, nommés après, comme je pense. Ou l'aréna. Oui, exactement.
Puis d'ailleurs, maintenant, l'été dernier, pendant la pandémie, ils m'ont donné un honneur. Ils ont nommé les terrains Alexandra Wozniak maintenant. Fait que c'est un autre bel honneur là, du nouveau maire de Blainville. Fait que là, faut que tu t'assures que les terrains ils ont de l'allure, là, parce qu'ils ont ton nom. Ouais, on a fait un bon camp, une bonne clinique là-bas avec les résidents puis les jeunes. C'était le fun, là. Ouais. Tantôt, tu as parlé là, de ton parcours junior, que tu as fait la même transition qu'avec les autres grandes vedettes du circuit de la WTA. Quand tu regardes ça aujourd'hui, tu penses que qu'est-ce que ça prend pour faire une bonne transition du circuit junior au circuit professionnel chez les filles? Il y a quelques critères. La première chose, il faut vraiment que tu aies un bon entourage, un bon support, ça veut dire tes parents, puis aussi ton coach. Tu dois assez lui faire confiance. C'est comme, il faut que tu crois en toi puis en ton rêve, peu importe. Pas tout le monde va croire en tes rêves. Il y en a d'autres qui vont juger, critiquer, mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Mais il faut que tu aies un bon entourage, tes parents, puis ton coach, il faut vraiment que tu y fasses confiance parce qu'à la fin de la journée, vous êtes toute une équipe gagnante. Vous voulez la même chose, passer le même chemin dans la vie. Fait qu'il faut que tu aies un bon entourage. 2, il faut que tu t'entraînes beaucoup. La pratique, il n'y a pas de clé. Au succès, la seule clé, c'est de travailler fort. Moins que tu t'entraînes au tennis, les performances, ça va montrer que tu vas moins bien performer. Parce que c'était beaucoup d'heures. C'était 6 à 8 heures par jour. C'était vraiment... moi, je faisais ça parce que j'étais passionnée. Là. C'était, tout le monde disait un sacrifice, tout ça, parce que tu as une vie différente. Ça. Je dis, ouais, c'est vrai si tu le regardes comme ça, mais c'est un choix personnel pour réussir. Fait qu'il faut vraiment que tu sois passionné puis mettre les heures, travailler fort, puis ça va porter fruit là, pour vraiment faire cette transition-là. Mais il faut que tu fasses plein d'autres tournois avant pour développer ton jeu. Puis ce jeu-là, il va t'aider à faire cette transition-là. Ouais. Tu as parlé tantôt, là, quand tu as eu la clé de la ville de Blainville, que c'était au moment que tu avais gagné ton titre WTA, la première Canadienne de l'histoire. C'est un peu un tournoi de rêve. Là. Tu sors des qualifs, tu bats Samantha Stosur qui a gagné un grand chelem, Francesca Schiavone qui a gagné un grand chelem, Serena Williams qui en a gagné 1 ou 2, puis tu as Marion Bartoli qui en a gagné 1 aussi. Bon, Serena Williams, c'était sarcastique, là, elle en a gagné plusieurs. Elle est en quête d'avoir le plus grand nombre de l'histoire. Comment? Ah, c'était, je te le dis, là, c'était physiquement difficile et mentalement parce que tout au long de j'ai gagné 8 matchs en 9 jours, même en Grand Chelem. En Grand Chelem, ça dure 2 semaines. Ouais, c'est ça. Tes matchs-là. Je venais de gagner 3 matchs de qualification. Puis, tu sais, comme tu as dit, Samantha Stosur, elle a rentré comme lucky loser. Il fallait que je joue encore contre elle en quart de finale. Tu as joué 2 fois contre elle? 2 fois contre elle. Oh my God! Fait que, mentalement, tu sais que tu viens de la battre. Là, tu vas supposé de gagner. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Fait que, ça demandait beaucoup du jus mentalement et tout ça. Puis déjà, encore de la finale, tu es arrivé là, tu es là à ton 7e match. Là, fait que tu es comme fatigué. Là, tu sens la fatigue physique aussi. Mais c'était vraiment, là, j'étais tellement dans ma bulle concentrée, je jouais du tennis, là, vraiment bon, la stratégie, tout ça. Tout sortait bien, puis c'était vraiment un 9 jours là, de rêve. Puis j'étais tellement dans ma bulle qu'en finale, les filles, après, dans le vestiaire, m'ont dit « Oh, t'aurais dû sauter! » Puis je suis comme... Je réalisais pas au moment que je venais gagner le tournoi, tu sais, tellement que l'émotion, c'est après, j'ai comme réalisé tellement j'étais concentrée tout au long du tournoi. C'était incroyable après. C'était vraiment, ouais, comme tu dis, une semaine, 9 jours de rêve. Ouais. Puis est-ce que quand tu étais jeune, tu te voyais, est-ce que tu pensais que tu pourrais te rendre là, tu sais, gagner un tournoi? Quand j'étais petite, mon rêve, c'était d'être professionnelle, mais j'y pensais pas plus. Tu sais, comme tu as un rêve, puis tu sais pas, c'est avec le temps que tu vois, OK, il faut faire ça, tel tournoi, telle sorte d'entraînement pour y arriver à gagner des tournois. Je voulais gagner des tournois. Je savais pas quand ça allait se passer. J'avais aucune idée. Le classement, plus ou moins, je voulais être parmi les meilleures joueuses, mais je ne m'avais pas donné. Comme beaucoup de jeunes joueurs se disent « Ah, je vais être numéro 1 mondial. » Tu sais, on entend ça souvent. Ouais. On le voit en boucle à chaque année, là, le petit vidéo de Novak Djokovic qui dit qu'il va être premier. Là. C'est ça. Puis, tu sais, moi, je ne me suis jamais donné un chiffre. OK, mon meilleur classement, j'étais 21e au monde. Dans le temps, il y avait 1400 joueurs classés, tu sais. Mais c'était vraiment d'être
de réaliser ce rêve-là, être professionnelle, donc compétitionner à tous les semaines, 10 mois sur 12, puis jouer aussi longtemps que je pouvais, que physiquement je pouvais sans blessure, puis rester passionnée. Puis honnêtement, c'était juste de jouer mieux performer. C'était juste la performance qui comptait pour moi, de continuer à jouer. Puis vraiment, le classement, ça allait venir. Parce que à chaque année, on baisse, on monte. C'est un peu un yo-yo avec tous les points à défendre à chaque année. Fait que c'est tough là, mentalement puis physiquement de tout le temps keep up, comme on dit. Ouais. Ce rêve-là se réaliser vraiment d'être devenue professionnelle. Puis je suis reconnaissante. J'ai gagné au total, je pense 12 ou 13 titres ETF. Mon premier tournoi professionnel, j'avais 14 ans quand j'ai gagné à la Chine, mon tournoi ETF. Fait que, c'était comme, je savais pas quand j'allais gagner, mais quand tu jouais le tennis puis tu es concentré, tu rentres dans une espèce de bulle que tu réfléchis plus puis tu fais ce que tu dois faire puis ça porte fruit. Ouais. Il y en a pas souvent des moments comme ça parce que la compétition est vraiment lourde, c'est vraiment tough là, d'être tout en partie à chaque semaine. Là, c'est fou un peu, c'est inhumain. Là, C'est ça. C'était toujours autour du monde pendant quasiment 52 semaines par année. Exactement. Tu revois le même monde, c'est tout le temps hôtel, gym, terrain de tennis, resto, hôtel. Puis c'est comme ça a l'air glamour, mais là, c'est comme, tu n'en profites pas vraiment, tu n'as pas le temps. Là, Avec le temps, il y a eu plus d'événements de joueurs, mais des fois, on n'avait pas le choix d'être là pour respecter les commanditaires, se montrer. C'est plus un acte de présence que vraiment faire le party. Il n'y en avait pas de ça. Pas de tennis, il n'y en a pas de ça. Mais ouais, c'était ma passion, puis ça reste toujours jusqu'à aujourd'hui. Tu as fait les quarts de finale à la Coupe Rogers. Comment c'était? Est-ce que c'était différent de jouer à la maison? Oui, on devrait. Tous les joueurs, on entendait différentes choses sur les Québécois, surtout les joueurs. C'est plus de pression. Ben, plus de pression. On se met, honnêtement, moi, je me mettais toujours de la pression, OK, parce que tu veux toujours bien performer le mieux que tu peux. Des fois, tu es malade, le monde ne savent pas. Des fois, tu as une mauvaise nouvelle, puis ça t'affecte mentalement. Tu essaies d'être comme poker face, pas trop montrer d'émotion pour pas que les joueurs ils se servent de cette énergie-là. Mais jouer à la maison, c'est vraiment une occasion très spéciale. De un, tu es à la maison. De deux, tu es avec ta famille, tes amis, tes partisans. Quand ils crient ton nom, quand ils applaudissent, ils t'encouragent, ça vient t'aider à te surpasser, tu sais, comme à passer ta barrière de limite, là, des fois, quand c'est des matchs vraiment dans 3 manches, tout ça. Puis j'en ai eu pendant cette année-là à Coupe Rogers en 2012. C'était vraiment une semaine aussi de rêve là, de pouvoir avoir aussi bien joué puis d'avoir senti la foule m'encourager puis d'avoir été là. Moi, j'étais présent à son match de quart de finale. Ouais, c'était spécial. Je te dis une bonne semaine. Là. J'aurais voulu faire, là, c'est clair. Là, tout le monde dit « Ah, ta bête noire! » Je dis « Ouais! » Mais c'est ça. Parle-en de ta bête noire. Mais là, on parle de la même personne. Tu parles de Wozniacki. Oui, c'est ça, Caroline. Elle est d'origine polonaise comme moi. Mais moi, je suis née à Montréal. J'ai grandi à Blainville. Elle est née à Danemark, c'est danoise. Puis, mais les deux, on parle en polonais aussi parce que nos parents ils viennent de la Pologne. Et, elle, en junior, on jouait en double ensemble. On s'est entendu tout de suite. On a cliqué là, dès un jeune âge chez les juniors. Puis après, chez les pros, c'est ça, on jouait une contre l'autre souvent. Là. Puis vraiment? Dans les pros, là, c'est ça, j'avais de la misère de comme, gagner contre elle parce qu'elle retournait tout. Elle était comme un mur, là. C'était tough. Là. Il y avait une fois que j'ai gagné, je pense qu'elle s'avait retirée à Tokyo dans un match en deuxième set. Là, mais c'était tout le temps des matchs tough. Puis honnêtement, c'est une fille, elle était très sympathique sur le circuit, une des gentilles filles, là, qu'elle était tout en terre à terre, puis tout ça. Fait qu'on a aussi, au début, les arbitres qui faisaient des erreurs dans nos noms. Moi, je recevais des fax en dessous de ma porte de l'hôtel pour elle, et vice-versa. Des fois, elle allait sur mon terrain, je devais aller sur son terrain. Mais après, mon année, ils ont dit, OK, il y en a une du Canada, il y en a une du Danemark, on sait laquelle qui est laquelle. Mais c'était drôle, tu sais, c'était... elle jouait vraiment du tennis, là, qui faisait comme... Pas mal, mais du tennis très régulier, puis c'était tough. Elle avait, comme on dirait, elle n'était jamais fatiguée sur le terrain tellement qu'elle avait d'endurance. C'est le genre de joueur que quand tu vois qu'il faut t'affronter au prochain tour, tu fais « Ah,
Tabarouette. Je sais que ça va être C'est ça. physique puis mental. Tu sais, déjà en partant là, au deuxième tour ou en troisième ou encore de finale. Juste dans ton ton, on le comprend. Ouais, c'est comme tu veux. Ah, OK, ça va être tough, là. Mais maintenant, le tennis, depuis les dernières années, chaque tour est tough, là, tu sais. Toutes les filles, maintenant, ils ont accès à vraiment beaucoup d'informations, comment améliorer leur endurance, le cardio. Ils peuvent se payer les meilleurs coachs physiques et tout ça. Fait que ça a tellement évolué, là, c'est tough, là. Comme toutes les filles là, du top 100, ils sont super bonnes, là. Avant, dans le top 100, là, OK, moins, tu sais, mais top 50, c'était tough. Mais là, maintenant, top 100, c'est tout en solide, là. Il y a des filles comme des fois 200 au monde qui vont battre la 30e au monde dans un tournoi. Puis t'es comment elle commence ça? Tu sais jamais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, quand tu as piqué là, à ton classement, là, quand tu as atteint le 21e rang, c'était à la suite d'une ronde des 16 à Roland-Garros. Tu as pu participer à un début de deuxième semaine. Il doit rester moins de monde à la messe là, à un moment donné. Oui, il y a moins de monde, puis il y a plus de terrain de libre que tu peux t'entraîner plus. Ça, c'est différent. C'est plus tranquille, tu sais. L'énergie aussi, l'atmosphère. Le seul grand chelem que la deuxième semaine reste pareil, puis des fois, c'est encore plus bruyant, c'est le US Open à New York, parce que la ville déjà là est très... c'est fou, là, tu sais, l'énergie, l'atmosphère. Fait que, mais Roland-Garros, c'était plus tranquille, là, et tout ça. C'était lequel tu préférais des 4 grands chelems? Chaque grand chelem avait été spécial. C'est Wimbledon, la tradition était bien blanc. C'était plus, on dirait, pique-nique sur le gazon que de jouer un vrai match de tennis. C'était toutes des sensations différentes. Dans le pays des kangourous, j'adorais ça. Mais je peux te dire que Roland-Garros, parce que les spectateurs me rappelaient comme quand je jouais à Montréal. Okay. Pas comme à Toronto, parce que c'est une autre sorte d'ambiance, d'atmosphère quand tu joues la Coupe Rogers à Toronto. Moi, je préfère toujours à Montréal. Puis, c'est quoi la différence? Je te dis qu'on dirait que les partisans sont plus après le tennis qu'à Toronto. Je sentais moins la présence du monde. L'énergie était moins. C'était plus comme là-bas même. La ville est reconnue, je pense, Toronto, pour plus travailler qu'une ville de sport, à part le hockey, là, puis ils ont le basket aussi. Mais au début, je trouvais ça plus tranquille pour le tennis. Comme à Montréal, c'est plus chaleureux. Quand je jouais devant ces spectateurs-là, comme à Montréal, j'étais à la maison un peu, tu sais, où si le monde, il parlait en français et tout. Fait que ça me faisait penser comme si j'étais à la maison. Mais j'adorais jouer aussi sa terre battue. Même si j'ai jamais grandi sa terre battue, les Européens, ils sont vraiment bons sa terre battue parce que la surface, ils sont habitués, tout ça. Puis c'est vrai que nos Canadiennes n'aiment pas tant jouer sa terre battue, mais pour moi, j'aimais ça aussi. C'est plus d'échanges, c'était plus physique, plus mettre au défi. On dirait que ça te challengeait plus de jouer sa terre battue parce qu'il y avait plus d'échanges, plus de niveau stratégie. Il fallait que tu réfléchisses plus. Fait que peut-être c'est pour ça que c'était un des grands chelems que j'avais le mieux performé pendant ma carrière. Okay. Ouais. Puis là, tout dernièrement, tu as parti ton académie de tennis à ton nom. Ça, c'est vraiment cool comme projet, tu sais, pour quelqu'un qui a percé aussi loin que toi. Tu veux-tu nous en parler un peu de comment que ça a commencé l'idée? Puis, vas-y comme tu le sens, là, mais moi, on est curieux de savoir comment que ça a parti. Tu sais, au début, quand j'ai pris ma retraite le 19 décembre en 2018, je savais que je voulais rester dans le milieu du sport, mais j'allais voir un peu, il fallait que je fasse des nouvelles découvertes. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aimais moins? Il fallait que j'essaie. Fait que durant l'année 2019, j'étais directrice du marketing pour une compagnie de vêtements sportifs. Également, j'avais commencé ma certification d'entraîneur de coach auprès de Tennis Canada. Puis je voyageais avec une jeune junior qu'elle voulait aller pro, mais peut-être à l'université aussi. Donc, je l'aidais. J'étais plus comme consultante à ce moment-là. Puis également, je faisais des conférences, partageais ma passion, puis mes expériences, mes histoires avec les jeunes à travers le Québec, toutes sortes d'écoles et aussi des entreprises, parce qu'ils cherchaient souvent comment, quand il y a des embûches, comment tu passes à travers, la persévérance, tout ça. Fait que je parlais beaucoup aussi. Fait que je faisais comme 4-5 choses pendant l'année de 2019. C'était vraiment une année de découverte.
Mais je savais que je voulais redonner à mon sport tout ce qui m'a appris, la discipline, tout ce que j'ai appris, je voulais redonner puis partager. Je savais que j'adorais toujours partager avec les jeunes ce que j'ai appris. Donc, l'idée était venue un petit peu en 2019, quand je faisais ma certification d'entraîneur. Mais plus, je te dirais, en début 2020. Puis après, la pandémie a commencé. Puis on dirait que la pandémie, pour moi, ça a accéléré mon projet, ce projet-là. C'était plus pour après, comme 2022. Ça a vraiment accéléré mon projet. J'ai approché quelques villes. Puis là, après ça, j'ai vu, tu sais, là où ils voulaient, OK, d'autres voulaient construire un club. D'autres, ils voulaient mettre une autre sorte d'académie. Tu sais, il y avait toutes sortes de... Il fallait vraiment que ce soit niveau stratégie, un bon plan et tout ça. Fait que j'avais consulté plusieurs personnes et tout. Mais j'étais approchée pendant ma carrière, en 2017 ou en 2018, par des personnes qui voulaient que je fasse ma propre académie. Par contre, je jouais encore sur le circuit et je ne savais pas que j'allais prendre ma retraite. Fait que je ne pouvais pas m'occuper de ma carrière et d'une académie. Je sais que beaucoup d'athlètes, ils donnent leur nom à une compagnie ou à une académie, mais ils ne sont pas présents. Puis moi, si je vais partager mes expertises, puis ma passion, puis tout ça, puis améliorer le jeu des jeunes et des adultes, je veux être là. Tu sais, je veux qu'ils aient accès à moi. Et donc, ça a vraiment accéléré le processus, la pandémie l'année passée. Et puis après, j'ai eu finalement, on a pris la décision, puis je l'ai ouvert l'académie. Ça a parti en juin 2020 à Bedford, OK, à Montérégie. Puis ensuite, on a fait l'ouverture officielle le 15 août parce qu'on n'avait pas le droit de rassemblement. Puis on voulait quand même inviter des gens, des journalistes, puis ils voulaient voir. Ils me disaient tout une fois que t'ouvres, on veut être là, on veut voir. Puis cette journée-là d'ouverture, j'ai montré tous mes programmes pour les jeunes, pour les adultes, la haute performance, toutes sortes, pour les débutants aussi. Vraiment encourager un mode de vie sain et actif puis donner cette possibilité à tout le monde sans limite. Parce qu'au Canada, il n'y a aucune académie comme la mienne que c'est tout juste de la haute performance. C'est juste pour les jeunes. Mais il y a beaucoup d'adultes qui jouent des tournois de catégorie, des tournois seniors, qui voyagent le monde. Puis ils veulent s'améliorer, ils jouent des interclubs. Fait que mon académie est vraiment accessible à tout le monde. Il n'y a pas de limite. Puis il y a eu beaucoup d'adultes, beaucoup de jeunes qui se sont inscrits l'été dernier. On a fait beaucoup de camps. J'ai fait aussi des camps à Blainville. J'ai fait des cliniques à Piémont, un peu partout aussi, mais j'étais surtout à Bedford. Puis vraiment, là, j'adorais voir comment que les gens, après juste un cours, ils s'amélioraient. Technique, stratégie, tout le feedback qu'ils me donnaient, j'étais comme, oh, wow, tu sais. Puis en tant que, c'est un nouveau rôle pour moi d'être coach. C'est une transition. Donc, j'ai dû apprendre plus à ce que tu fais parce que les joueurs de tennis sont comme tout le temps à l'écoute. Ils prennent toute l'information puis l'appliquent. Puis là, il fallait que ma transition soit, maintenant, je dois communiquer pour trouver le bon, pour qu'ils me comprennent quel genre de technique faire, quelle est la stratégie, toutes les analyser et tout ça. Fait que je me suis améliorée, tout ça. Fait que j'ai vraiment... j'aime beaucoup le rôle d'entraîneur, puis d'avoir l'académie, puis de vraiment, tu sais, encourager les gens à jouer au tennis. Puis il y en a beaucoup qui n'ont jamais joué au tennis, puis qui se sont inscrits à l'académie, puis adorent ça, là. Fait que c'est bon qu'après la pandémie, tu sais, mentalement, il y avait hâte de faire un sport aussi, là, découvrir un nouveau sport. Oui, ça allait arriver justement à l'ouverture des sports, là. Et comment tu te sens, mettons, en 2021 en ce moment, après que tu sois une pionnière du tennis et que maintenant tu puisses partager ta passion aux autres, tu as eu des honneurs, dont le nom de la ville. Comment tu te sens aujourd'hui après tout ça? Puis qu'il en reste encore, là, mais comment tu te sens? Vraiment chanceuse de pouvoir... d'avoir reçu tellement, puis juste de pouvoir le partager maintenant, d'avoir accès aux gens. Parce que quand on est professionnel, tu n'as pas aussi... Tu es accessible, mais tu es tellement obligé de te concentrer sur ta carrière que tu n'as pas comme... Des fois, il faut que tu mets comme une certaine de barrière entre les personnes parce que sinon, tu ne peux pas t'entraîner puis tout mettre ton énergie à une place. T'sais? Fait que c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de différents professionnels. Il y en a qui sont plus accessibles, d'autres moins. Puis moi, je suis contente que je puisse être vraiment connectée avec les personnes, les jeunes, les adultes, puis leur montrer, apprendre
quelque chose de nouveau, puis leur montrer mes expériences sur le circuit professionnel, puis qu'ils apprennent de moi à mieux jouer ou à s'améliorer, amener leur jeu à un autre niveau, carrément. Fait que je suis très reconnaissante de ce que ce sport-là m'a amené pendant ces longues années que j'étais dans le milieu du sport de tennis, puis après professionnel. Good. Hey, c'était super intéressant. On va enchaîner si on veut avoir le temps de tout parler. Tu l'as mentionné au début du podcast, ton idole, c'était Monica Seles. Pour les jeunes comme Isaïe et moi, veux-tu un peu nous parler d'elle? Elle était comment comme joueuse? C'est ça, en général? Oui. C'était vraiment ce que j'adorais de Monica, c'est qu'elle était super concentrée sur ses tâches, ce qu'elle devait faire sur le terrain, mais hors terrain, elle était tellement terre à terre, tellement gentille. Là. J'ai eu la chance, d'ailleurs, la photo qu'elle est là, j'ai joué un match d'exhibition à Toronto en 2009 à Coupe Rogers avec elle. C'était ma partenaire contre Serena Williams puis Navratilova, la légende. Puis c'était tellement, j'ai encore plus appris à la connaître. Tellement gentille, un grand cœur. Puis c'est sûr, c'est l'accident qu'il y a eu pendant sa carrière, c'était dommage. C'était un fan de Steffi Graf qui l'avait poignardé dans le dos, mais elle a eu une belle carrière malgré tout. Puis c'était vraiment un bel exemple, là, vraiment d'une athlète dans son sport puis hors du terrain. Puis elle jouait vraiment spécial. Elle frappait 2 mains des 2 côtés. Je me rappelle, je regardais en Floride quand elle s'entraînait, j'étais tout petite, là. Puis elle était tellement, je te dis, focus. J'ai jamais vu autant de détermination dans les yeux de quelqu'un, là. Mm-hmm. Elle... Là, on n'a pas le choix d'en parler. Là, son accident, là, dans le fond, tu l'as bien résumé. Je n'ai pas besoin de leur dire. Ça, c'est fou, là, par exemple, parce qu'aujourd'hui... Avant, c'était pas populaire, fait qu'ils ne mettaient pas autant de gardes de sécurité. C'est ça. Les organisations, maintenant, la fédération, comment chaque tournoi est fait, les commanditaires, c'est plus sécurisé qu'avant dans le temps, là. Mm-hmm. Là, toi, tu l'as vécu de l'intérieur, tu l'as vu, toute la sécurité, tout ça. Il parle vraiment qu'il y a un avant et un après là, de cet accident-là au niveau de la sécurité dans les tournois de tennis. Ouais. Ah, puis mentalement pour les athlètes, surtout pour elle, là, elle est revenue, elle aurait pu avoir une peur, puis vraiment, elle a eu du trouble alimentaire, puis c'était comme ça qu'elle a essayé de cacher sa peur, tout ça. Mais psychologiquement, elle était, pour longtemps, là, ça l'a marqué, mais elle était assez courageuse pour revenir dans le jeu. Puis après d'avoir peut-être, c'est sûr qu'elle avait peur pour sa sécurité, mais elle faisait confiance à la vie, puis aux organisateurs des tournois que ça allait faire créer une différence qui est arrivée. Oui, c'est ça. C'est que c'était vraiment un fan de Steffi Graf que lui, il faisait comme non, moi, je veux que Steffi Graf retourne première au monde. Puis là, il y a différentes façons de s'y prendre. Là. Ça en est une moins bonne. Oui, exactement. Puis, est-ce que tu as déjà vu? Dans la vie, là, c'est fou. Là. C'est ça. Est-ce que tu as déjà vu comme un incident comme raté, comme la sécurité qui était intervenue à un tournoi que tu prenais part? Oui, des fois, c'est. Ça, on en a vu dans différents sports. Tu sais, quelqu'un courir sur le field de soccer ou sur un terrain de tennis. Ça, on l'a vu. Ouais. Mais là, ça a arrêté maintenant. Mais encore dans les dernières années, il y en a eu. Mais des fois, c'est les fans parce que, oui, tu as les gardes alentour de toi quand tu sors. Des fois, ils sont un peu plus loin. Mais des fois, les fans, OK, si c'est un enfant, c'est correct. Mais tu sais, un adulte, des fois, là, tu sais jamais là, qu'est-ce qu'il veut. Puis là, à un moment donné, il peut courir. Puis là, t'es comme, OK, mais donne-moi ton papier à signer. Puis des fois, il est juste comme bouche bée, puis tu regardes, puis tu sais pas. Là, t'es comme, OK, là, t'as un peu peur parce que tu sais pas, qu'il fait rien, lui, tu sais. Fait que j'ai vu différents incidents comme ça, mais rien de fou que depuis ce qui est arrivé à Monica Seles. Moi, je me rappelle que quand mon père m'avait raconté cette anecdote-là, j'en revenais pas. Parce que, tu sais, moi, je vois toute la sécurité. Tu sais, j'ai jamais connu le tennis autrement. Je me disais, premièrement, être fou de la sorte pour intervenir à ce point-là, là, tu sais, comme je disais, il y a d'autres façons, là, peut-être de faire des dons à Steffi Graf pour qu'elle ait des meilleurs coachs ou des meilleurs nutritionnistes. Ouais, je ne sais pas. Mais, exact. Ah ouais, non, c'était vraiment malheureux, mais au moins, elle s'en est sortie, là, Monica. Ouais. Quand tu jouais, quelle qualité, mettons, comment tu t'inspirais d'elle quand toi, tu étais sur le circuit?
Vraiment la persévérance parce qu'elle était une combattante que tu voyais toujours son intensité dans chaque coup. Tu la voyais quasiment jamais fatiguée. Fait que c'était cette persévérance de continuer, même si tu viens de perdre comme 3 points d'affilée. C'était ça, cet espoir de continuer, la persévérance de continuer malgré des fois tu trouves pas ton jeu au début du match. Puis après quelques jeux, là, ça commence, tu pognes un rythme. Là. Fait que c'est vraiment cette persévérance-là que j'aimais d'elle, cette qualité-là. Et tu l'as rencontré juste une fois? Je l'ai vu, je pense que j'avais 8 ans la première fois. C'était à l'Académie de Bollettieri en Floride. Puis après, Peux-tu juste un peu dire ce que ça représente, l'Académie de Bollettieri? Parce que moi, je sais c'est quoi, mais d'après moi, on vient de perdre bien du monde. Oui, le nom, il est big parce que oui, il y a eu les meilleurs joueurs au monde qui sont allés là. D'autres s'entraînaient avec son père. Puis un peu Nick qui était présent. Puis ça l'a fait un gros nom. Mais il y a eu beaucoup de jeunes qui allaient là parce que les parents espéraient que leurs jeunes, ça porterait fruit, puis ils iraient professionnels. Mais il y a eu tellement de jeunes jusqu'à aujourd'hui qui manquent de coach, d'attention. Chaque joueur, il manque d'attention. Puis il y en a, je vais à l'Académie de Bollettieri, mais ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Là. C'est tout un travail derrière tout ça. C'est juste un nom. Oui, il y a eu quelques bons athlètes qui ont réussi. Mais c'est une grosse académie. Là. Maintenant, ils sont rendus avec plein de sports là, parce qu'à IMG, cette agence-là, ils ont pris part puis tout ça. Fait que c'est vraiment une grosse académie. Là. Puis tu peux te perdre, honnêtement, quand tu y vas là, jeune. Là. Il faut que tu aies un parent avec toi. Puis la majorité des parents, ils envoient tout ça, les enfants. Fait que ça, je pense que c'est une erreur. Oui. Ouais, c'est ça, j'avais déjà entendu que l'Académie de Nick Bollettieri, quand tu prenais, mettons, un cours privé là-bas, tu avais dans ton, mettons, prix que tu payais, tu étais inclus le coach, le ramasseur de balles, la personne, le hitting partner. Hey, ça n'a pas de bon sens. Oui, puis c'était comme 500 par heure, mais maintenant, c'est plus. Là. C'est plus. C'est comme. Ils pensent parce que c'est le prix est le même puis le nom qui va réussir, mais ils ont vu après les parents que non, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont réussir. J'ai vu tes yeux, Isaïe. Ouais, 500 de l'heure, ouais. Ouais, c'est beaucoup plus. Ouais, c'est ça, ça doit être rendu plus là, avec le temps. Là. Ouais. Il n'y a pas les sœurs Williams qui sont allées là? Ça se peut-tu? Exact, Sharapova, mais ils étaient tous, leur père, ils étaient toujours là en train de superviser chaque affaire. Puis là, toujours. Monica Seles aussi, c'était son père. Okay. Toujours, là. Tatiana Golvin, il y a eu André Agassi, il y a eu tellement de noms, là, mais son père, André Agassi, il y avait toujours un parent qui supervisait puis il checkait tout. OK. Puis là, c'était quoi le lien avec Monica Seles? Parce qu'Isaïe t'avait demandé. C'est quand je l'ai vu là, tu sais, quand que ça me fait, combien de fois que je l'ai vu? Fait que je l'ai vu là à 8 ans. Okay. À l'Académie. Après, je l'ai vu à d'autres tournois. Puis après, éventuellement. Mais au tout début, là, c'était vraiment à télé, là, sur la cassette, l'ancienne cassette qu'on avait. Là. Oh, ouais. VHS. C'était du marié. Puis, wow, cette fille-là, tu sais, c'est à télé. Là. Puis après, tu sais, mon père me l'a amené voir live. Là. J'étais tout petite, là. Mais quand tu l'as rencontré, justement, la première fois, là, c'était comment, moi, mettons, là, justement, à cet âge-là? C'était vite. C'était comme elle me sourit, c'était à Bollettieri, elle me sourit, elle était toute gentille. Là, puis j'ai vu comment, wow, sur le terrain, elle était intense, mais pas intense hors du terrain, pas comme, tu sais, elle a l'air frustrée quand elle joue. Elle était tellement comme sage, là, puis ça m'avait marqué. Puis après, c'est sûr que plus personnellement, quand on a joué en double ensemble, que là, tu as tout un... on a joué quoi, 1h30, puis après, elle a signé son livre à moi, elle avait un livre dans le temps. Là. Fait que, ouais, j'ai connu plus à la connaître. Vraiment, tu pourrais jamais dire qu'elle était championne au monde, puis était une athlète professionnelle tellement qu'elle se tient avec classe, puis elle est humble. Hein. Fait que là, le premier point que tu as joué avec elle, si tu devais avoir la raquette qui shakeait un peu. Ah, j'étais excitée, là. J'étais comme, wow, tu sais, ça a pris quelques points de plus se calmer, là. Mais, ouais. C'est ça, dans ce sport-là, quand tu sens de l'émotion, là, il faut que tu te calmes parce que sinon, tu ne peux pas frapper une balle. Ou on a vu souvent des doubles fautes de service avec les joueuses de toutes sortes. Là. Quand ils sont nerveuses, on sait qu'elle va te faire une double faute. Elle manque d'accélération parce que il est mou. Là.
Good. Hey, je pense qu'on va arrêter ça là pour Monica Céleste si on veut. Parce que j'ai quelques. Là, les idées m'ont venu pendant le Ouais, podcast, que j'ai des segments, que j'ai des questions que j'ai goût de poser. Comme amateur de tennis, là, on dirait que j'ai pas le choix. Fait qu'on va prendre un petit peu plus de temps pour les segments. Fait que Isaïe commence avec notre premier. Notre premier segment, c'est le segment épais ou génie. Fait que c'est un segment qu'avec ta prédiction, on va voir dans quelques semaines pour cette question-là, si on est des épais ou des génies. Donc, notre question pour toi, c'est qui sera la championne de l'Open d'Australie? Oh, c'est dur à dire parce que depuis la pandémie, je trouve que les joueurs et joueuses sont pas 100% bien préparés que mentalement, physiquement. Donc, ils ont eu tout accès à la salle de gym, au terrain. Je te dirais, on a vu la surprise de la Polonaise Iga à Roland-Garros qui a fait toute une surprise. Moi, je pense que peut-être qu'il y aura une autre surprise du côté des femmes. Du côté des hommes, je suis pas sûre. Je sais pas, on va savoir plus après leur premier match. Le premier tour, il est tellement tout le temps rempli de pression, d'émotion, puis tu vois comment ils sont rendus mentalement, leur performance et tout ça. C'est dur à dire. J'irais, il y a la jeune Canin, mais j'irais plus pour comme Azarenka, elle a gagné, qu'elle a bien performé au US Open. J'irais avec Azarenka, Okay. Victoria. C'est un bon choix, ça. C'est ça, tu parlais de Roland Garros. Il y a eu quelques surprises dans les dernières années. Il y a eu Ostapenko qui avait gagné, puis là, Iga Swiatek la dernière année. Moi, si je peux me commettre, j'ai vraiment de la misère. C'est tellement comme une boîte à surprises, souvent, les tournois des grands chelems chez les filles. Moi, je pense que c'est Simona Alep est due aux Open d'Australie. C'est vrai, ça. Ouais, parce qu'elle a gagné Wimbledon il y a 2 ans, je crois. Je pense qu'elle est encore championne en titre. OK. Puis elle a gagné Roland-Garros il y a de cela quelques années. Ça fait quelques fois qu'elle se rend loin. Je pense que c'est son année en Australie. Ouais. Bon, c'est un bon corps. Good. Isaïe, est-ce que tu te prononces? Est-ce que tu y vas avec Bianca? Ouais, c'est ça. On n'a pas parlé de Bianca, Caroline. Ah oui, Bianca. J'ai parlé à un journaliste français, justement, puis je parlais de Bianca. J'ai dit, après une bonne longue pause qu'elle a eue, elle peut créer la surprise. C'est ça que j'ai dit exactement. Ben oui, Bianca. Tu vas-tu pour Bianca? Ah, je vais y aller. Moi, je suis tellement pas. J'aime le tennis, mais je connais pas les noms, je connais pas. Fait que, let's go, on va y aller pour la maison, là, Bianca. Ouais, la maison. Parfait. On va continuer avec le segment actualité. C'est justement cette question-là qui m'est venue pendant le podcast. Moi, je veux que tu me parles de la parité homme-femme au niveau des salaires. Je veux savoir, c'est quoi ton opinion là-dedans? Est-ce que tu es de, mettons, l'école de pensée que les gars doivent faire plus parce que c'est eux qui ramènent le plus de blé au moulin ou ils devraient avoir 50-50? Ouais, tu vois, moi, je suis un peu... les filles ne vont pas m'aimer. Je suis plus la tradition d'avant. Ils se battent, les filles, pour l'égalité, puis tout. Maintenant, ce qui se passe, ce changement, ce mouvement-là. Mais moi, tu sais, ils jouent 5-7, les gars. Ils peuvent avoir des matchs jusqu'à 5-7, là. Les gars, ils disent, essayez de jouer 5-7, puis là, on va voir, là, tu sais, pour l'égalité, l'argent, tout ça. Moi, je dirais que les gars, ça ne me dérange pas qu'ils fassent plus d'argent parce qu'ils font des gros matchs, là. Nous, OK, ça dure maximum 3 heures, le match, là, mais des fois, eux autres, quand ils jouent 3 de 5, là. Fait que moi, je suis plus dans la mentalité, la tradition avant. Les hommes, c'est correct, laissez-leur gagner une plus grosse paye, là, tu sais, c'est pas... au début, il y avait une grosse différence, mais à un moment donné, parce que les commanditaires, ils mettaient plus d'argent dans les grands chelems, puis dans les rondes, même dans les qualifications plus. Fait que ça a tout monté. Fait que déjà là, c'est un gros progrès d'avant, là, dans le temps, quand le tennis a commencé. Fait que je dirais plus, tu sais, je resterais avec la tradition que les hommes gagnent plus, parce que leur match s'étire plus, puis c'est physique. Puis nous, on est des femmes, là, on va être jamais aussi fortes qu'un homme, tu sais, déjà en partant, là. Mais il y en a qui veulent croire en plus grand. Ben, tu sais, moi, personnellement, mon opinion là-dessus, c'est que je trouve ça cool que les hommes et les femmes, c'est comme si on joue à du nivellement vers le haut. Tu sais, les femmes poussent à avoir l'égalité.
Fait que quand on est rendu près de l'égalité, les hommes poussent. Non, ben voyons, on devrait faire plus parce qu'on rapporte plus. Ça, puis Ben, c'est comme ça que le sport va grandir, tu sais. Oui, ça va évoluer, puis ça va continuer à se développer puis évoluer. Déjà là, toutes les années que le tennis canadien, là, ça a développé là, dans tout. C'est beaucoup plus avantageux de jouer au tennis maintenant. Ouais, je trouve ça super cool que, par exemple, ils ont mis les grands chelems 50-50. Au moins, je trouve que pour l'image du tennis, c'est parfait. Ça donne une belle... Ouais. Ça donne espoir aussi, je trouve, tu as raison. Ouais. Isaïe, prochain segment, avant-dernier. Oui, segment découverte. Est-ce qu'il y a une jeune joueuse sur le circuit que tu aimes bien, que tu voudrais nous partager? Honnêtement, j'appuie surtout Leila Fernandez de la... Elle, son père l'entraîne, elle a ses sœurs. C'est vraiment une belle histoire de famille. Puis j'ai joué quelques fois avec Leila. J'ai même joué un match contre elle dans 2 années avant ma retraite, je pense. Puis je te dis, elle est une jeune fille qui s'entraîne fort, elle se bat à chaque point, puis elle a ce look-là comme un peu comme je vous dis de Monica Seles, focus, déterminée, très intense. Puis tu vois qu'elle n'a pas peur de suer, là. Qu'elle va travailler fort, puis les heures, là. Il y en a des filles qui n'aiment pas, qui ont du talent, mais il leur manque un peu là, de travailler fort. Puis elle a vraiment ce focus, ça, cette détermination d'aller loin, là, au bout de ses rêves, là. C'est vraiment un bel exemple. Oui, c'est vraiment un bon choix. Dernier segment, le segment controversé. Je suis allé chercher loin. Au moment de l'accident, j'ai voulu faire une plug avec Monica Seles. Au moment de l'accident, Monica Seles, elle avait fait une demande aux joueuses de se faire protéger son classement après l'accident. Dans le fond, pour expliquer à ceux qui ne savent pas, au tennis, si tu ne te présentes pas au tournoi que tu as joué l'année d'avant, tu perds tes points. Donc, tu dégringoles au classement assez rapidement. Toutes les joueuses avaient voté en défaveur de cette demande-là, donc elle ne s'est pas vue se faire protéger son classement. Toi, comme joueuse, là, c'est facile de parler après, mais est-ce que tu aurais voté en faveur? Honnêtement, ils l'ont voté contre parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle protège, je pense. Il y a une seule joueuse qui a voté pour. Ils ne voulaient pas, c'était tellement de la compétition féroce. Puis même dans mon temps, là, les filles sont plus amicales là, après les matchs. Là. Les gars, ils n'ont pas de problème, mais ils perdent contre son ami puis s'en va prendre une bière. Mais chez les filles, là, c'est plus comme, c'est froid. Puis dans ce temps-là, c'était pire. Là, dans le temps de ma soeur puis de Monica, là, c'était féroce. C'est sûr, ils ont tous voté contre. Je ne suis pas surprise parce qu'ils voulaient qu'elle perde son classement pour qu'elle pousse. Puis maintenant, tu vois, moi, je pense que j'aurais voté pour parce que tu sais jamais quand tu peux être blessé. Moi, je l'ai appris avec mes blessures. Fait que des fois, ça m'aidait, là, un classement protégé. Par contre, à ma grosse opération d'épaule, ça ne m'a pas protégée assez parce que ça a pris beaucoup de temps de physiothérapie. 10 mois de physio. Puis après, j'ai commencé. Fait que déjà là, tu rentrais dans des gros tournois. Des fois, tu n'avais même pas de chance de rentrer dans les gros tournois avec ton classement protégé, dépendamment de la liste et tout ça. Fait que c'était pas facile parce que quand tu reviens d'une blessure, tu as besoin de match. Fait que tu as besoin un peu des tours, là, comme pas pogner la première favorite ou la deuxième favorite en partant. Puis le classement, un peu le défaut du classement protégé, c'est que tu pars tout de suite avec 100 matchs joués pendant 1 an. Tu pars déjà avec un gros nom, puis tu n'as pas eu de match de pratique. C'est tough moralement, la confiance, ton jeu, c'est tough à le rebâtir. Fait que je trouvais même... Quand j'avais le classement là, favorable du classement protégé, je trouvais que c'était pas un désavantage, tu sais. Puis beaucoup de filles, même dans mon temps, là, ils trouvaient ça, c'était un peu un désavantage. C'est pour ça qu'ils faisaient plus de challenger, des plus petits tournois pour faire le classement, là. Une exception, Serena Williams, qui recevait les laissés-passer, mais elle, tu sais, c'est toute une athlète, là. Il n'y a personne qui se compare à elle physiquement puis tout, là. Fait qu'elle a été capable de revenir en force puis gagner quelques tours, là, tu sais, c'est pas grave. Mais, tu sais, j'aurais voté pour, mais là, c'est comme sceptique parce que moi, un classement protégé, ça ne m'avait pas aidé. J'avais besoin des matchs, là, tu sais, pour sentir mon jeu revenir puis refaire confiance à mon épaule. Fait que je pense que c'est touché. Ça dépend de, t'étais-tu blessé, t'as-tu un accident, tu viens-tu d'avoir un bébé puis t'es une mère qui revient sur le circuit, tu sais, qui protège son classement. Je pense que ça dépend de la situation. Mais il offre maintenant
le classement protégé. Mais la majorité du feedback des joueurs, ils trouvaient que ça leur nuisait plus que ça faisait du bien. Tu sais. OK. Cool. Ouais. On va arrêter ça là-dessus. Alexandra, merci pour vrai. Ça a Wow, été super le fun. J'étais contente de parler. Oui, ben merci d'avoir fait une place dans ton agenda chargé. Isaïe, 2 podcasts de tennis de suite. Comment ça? Hey, ça passe vite, là. Pour vrai, je vais devenir un vrai fan de tennis. Je le sens. Ça C'est s'en bon, vient. là. Fait que comment qu'on peut. La Coupe Rogers, c'est cette année, là, tu pourras venir jeter un œil. Oui. Certain. Fait que comment qu'on peut aller voir ton académie pour nos auditeurs? Le site web www.alexandravosniak.net. C'est là qu'il y a des inscriptions puis de l'information là, ça recommence ce printemps. Ouais. Parfait. Fait que notez ça dans vos notes. Là, d'après moi, ça vaut le détour. Donc, juste avant de terminer, Isaïe, Drummond Music qui nous aide beaucoup. Oui, merci beaucoup à Drummond Music d'être là encore après notre première année de podcast. On espère encore travailler avec vous en masse. Allez les encourager. Yes. Puis juste avant de terminer, Inspiration, c'est disponible sur YouTube, Spotify, Apple Music, toutes vos plateformes de streaming, Facebook, Instagram, Twitter. On publie là les épisodes. On vous fait des petits rappels à chaque semaine. On a même les memes, on a même nos articles du plan de match au www.inspiration.com, la version écrite d'Inspiration. Donc, allez voir tout ça. Crime, on commence à avoir des gens qui sont top 25 au monde. Là. Je pense que là, on doit commencer à nous prendre un petit peu au sérieux, hein, Isaïe? Moi, je pense yes! que oui. Good. Donc, encore merci, Alexandra, puis en mon nom, puis au nom d'Isaïe, puis de tous ceux qui travaillent avec nous à Inspiration, on vous dit un gros merci, puis on se dit à dans 2 semaines pour un prochain concept d'Inspiration. Merci tout le monde. Merci. Bye.